Si vous avez manqué le test de la Mamotion Luba 2, je vous conseille d'aller faire un tour dans la description de cette vidéo. Je vous mettrai le lien vers le test que j'en avais réalisé. Une tondeuse capable de grimper les pelouses les plus difficiles avec une navigation au satellite. Il lance aujourd'hui une nouvelle version dédiée à des terrains plus petits et avec la capacité de ramasser l'herbe derrière elle ainsi que les feuilles tombées sur votre gazon. Bienvenue sur AviExpress pour le test de la Mamotion Yuka. Elle perd son design de Formule 1 par rapport à la Luba 2, mais n'en reste pas moins léchée en matière d'esthétique. La tondeuse fait 66 cm de long auquel faudra rajouter la base, 52 cm de largeur, 33 cm de hauteur. On reviendra sur le sujet, mais dans son emplacement final, prévoyez quand même 1 mètre de chaque côté pour lui permettre de retourner à sa base confortablement. Allez, on rentre dans le vif du sujet. C'est écrit juste ici, il s'agit d'une tondeuse qui fonctionne au GPS. C'est le mode de positionnement le plus précis, mais je vous vois venir. Que se passe-t-il lorsque le signal GPS n'est pas capté? Si vous avez des arbres en haut, si vous avez pas mal de murs verticaux qui couvrent l'accès au GPS, il y a une solution. Elle dispose aussi d'une vision stéréoscopique pour reconnaître votre terrain. 3 caméras sont positionnées sur la tondeuse, 2 à l'avant que vous avez ici avec un petit essuie-glace qui permettra de les nettoyer pour qu'elles restent toujours actives. Et plus étonnant, sur la partie supérieure, elle dispose d'une caméra orientée vers le haut. Alors je ne m'inquiète absolument pas concernant son positionnement qui était sans faille sur la Luba 2. J'imagine que ce sera exactement la même chose sur la version Yuka, complétée par la balise RTK que vous avez ici avec accès non pas uniquement au GPS mais au GNSS, c'est-à-dire un groupement de satellites dans le ciel permettant à la tondeuse de se repérer avec plusieurs technologies. Ça, c'est plutôt cool. Là où je vais la challenger, ça va être surtout sur la détection d'obstacles, point sur lequel le Luba 2 était perfectible. Tenez, tant que j'y suis, je vous montre l'antenne. C'est celle que vous allez planter à l'intérieur de votre jardin. Il faudra la relier à une prise électrique de 120 volts. Cette antenne-là va communiquer avec la tondeuse pour lui donner des informations de positionnement. Vous avez ici la petite antenne supplémentaire qui se trouve à l'intérieur du package et la fourche que vous allez planter directement dans votre jardin. Ce qui va être cool, c'est de voir quel type d'obstacle la tondeuse est en mesure de détecter, que ce soit les obstacles bas, par exemple du branchage situé au sol, ou du branchage situé en hauteur qui pourrait l'empêcher de passer. Mais pas uniquement, on simulera aussi des jouets, des déjections canines, bref, ne vous inquiétez pas, les tests seront complets. Parmi les démarcations entre la Luba 2 et la Yuka que vous avez ici, il y a le système de roulement. On a du 2 roues motrices sur la Yuka, on en avait 4 sur la Luba 2. Traduit en matière de pente, la Luba 2, c'était la championne, la meilleure que j'ai pu voir jusqu'ici, capable de monter des pentes à 38 degrés, c'est monstrueux. La Yuka peut monter des pentes à 24 degrés, ce qui est déjà assez élevé. Par contre, si vous utilisez le kit de ramassage de feuilles à l'arrière, qui forcément va jouer sur la puissance de la tondeuse, puisqu'il y a quelque chose à tracter, elle pourra monter des pentes à 10 degrés maximum. À un niveau plus pratique, on retrouve un énorme crantage sur les roues arrière, avec un caoutchouc légèrement souple, et une grosse roue omnidirectionnelle sur la partie avant. Un train avant un peu moins raffiné donc que sur la Luba 2. Ce que j'adore et que je trouve génial sur les tondeuses de chez Mamotion, c'est qu'on va retrouver le double disque de coupe. Avec des lames génériques, vous n'êtes pas obligé d'utiliser celle de Mamotion si jamais vous ne le souhaitez pas, pour un diamètre de coupe sur la Yuka 2 à 32 cm. Dites-vous qu'à tarif égal, en règle générale, on a des diamètres de coupe d'une vingtaine de centimètres. C'est le cas de sa principale concurrente, par exemple, chez Husqvarna. Par contre, chez la Luba 2, on avait quand même jusqu'à 40 cm. Ça aussi, c'est de l'ordre du record. Ça sert tout simplement à aller plus vite. Plus la coupe est large et moins elle aura à faire de passage. Deux autres éléments très intéressants, très intelligents. Vous avez ici les barres de renfort qui permettront de garder une distance entre les lames et les éventuels obstacles qui pourraient survenir sur le terrain, notamment s'il est accidenté, d'autant qu'on a une espèce de rebond ici, de bumper, qui permet de bien caler cette zone-là au sol. Mais c'est aussi un système qui s'adapte aux aspérités de votre terrain. Si à un moment donné, vous avez des petites bosses, des grosses touffes d'herbe, ce système-là va permettre réellement d'adapter la hauteur de coupe pour éviter que la tondeuse vienne bloquer dedans. Après, ce qui pourrait être cool à développer, c'est un système qui redresse les brins d'herbe. Ça peut être un plus. Moi, souvent, ils sont affaissés sur mon terrain. La hauteur de coupe se règle manuellement à l'aide du bouton que vous avez ici, allant de 2 à 9 cm. Si dans la Luba 2, la hauteur de coupe se règle directement dans l'application à l'aide d'un système motorisé, le fait que ce soit manuel ici n'est pas particulièrement dérangeant. C'est surtout l'amplitude de couple qui est assez extraordinaire. 7 cm d'amplitude, on trouve ça sur extrêmement peu de tondeuses aujourd'hui, pas même sur la Luba 2 qui allait de 2 à 7 cm. Et les 9 cm, pour moi, on peut avoir une véritable utilité en plein été pour que l'herbe génère sa propre ombre afin de limiter le dessèchement. Bon, le fonctionnement est simple, il vous suffit d'appuyer sur le bouton et de tourner la molette. Vous aurez remarqué, j'imagine, le bouton d'arrêt d'urgence, mais peut-être pas la clé de démarrage. Sans elle, la tondeuse ne fonctionne pas. Ça peut être utile d'une certaine manière pour limiter l'usage en cas de vol. La tondeuse est aussi équipée de systèmes qui permettent de la bloquer exactement comme un smartphone. Si jamais elle a été volée directement via l'application, vous pouvez interdire l'accès à la tondeuse. Par contre, il faudra avoir mis une puce 4G à l'intérieur, ce qui est prévu. C'est l'emplacement qui est prévu, je précise, pas la puce elle-même. Là, elle reste à votre
votre discrétion. Pas mal de capteurs sont prévus sur la tondeuse, notamment au niveau de la gestion d'obstacles, on l'a vu par rapport aux caméras ici. Si jamais elle rencontre malgré tout un obstacle, elle a des petits bumpers situés à l'avant ou directement sur les côtés. Elle a aussi des détecteurs de pluie. Pour la partie anti-vol, elle comprendra si on la sort de son périmètre de manière injustifiée. Elle a aussi un capteur de levage pour éviter que les enfants puissent s'en saisir et accéder à des lames qui tournent au moment où la tondeuse est en fonction. Elle a une rapidité d'action de 350 mètres carrés par heure et existe en deux versions. Une version pour 1500, une version pour 2000 mètres carrés, sachant que vous allez pouvoir créer des zones différentes si votre jardin est composé de plusieurs zones. Avec la première version, vous aurez accès à la création de 10 zones, le temps que j'arrive avec mes doigts. Et avec la version la plus chère, vous aurez accès à la création de 20 zones. Bon, après, sur leur site, ils évoquent une batterie de 4,5 Ah dans les deux modèles, ce qui laisserait suggérer qu'il s'agit d'un blocage logiciel. Il faudra que je leur pose la question, ils se sont peut-être plantés dans le chiffrage. Elle se contrôle en Wi-Fi, en Bluetooth, en 4G, se contrôle aussi via Alexa et Google Assistant. Ne lui manque qu'un toit au-dessus de la tête et le système de ramassage des feuilles que j'ai pas reçu à cet instant précis. C'est parti pour le test. L'installation est ultra simple. La première chose à faire est de positionner la station avec un peu de dégagement sur le côté, de la visser directement au sol. Le kit est fourni. Ça, c'est important, ça lui évitera de bouger lorsque le robot revient se charger. Concernant le positionnement de l'antenne, je vous conseille de fonctionner par itération. Essayez en fonction de la configuration de votre terrain, de la positionner à des endroits différents et vous verrez quel est l'endroit qui capte le mieux pour avoir les zones les plus éloignées. L'installation physique de la tondeuse prend véritablement quelques secondes. Ensuite, rendez-vous sur l'application MaMotion pour ajouter un nouvel appareil. Vous sélectionnez la Yuka, vous choisissez votre réseau Wi-Fi auquel vous allez rentrer le mot de passe. Et voilà, ça y est, fait, la tondeuse est appairée. Alors pour un contrôle Wi-Fi, il faut quand même avoir un bon réseau Wi-Fi à la maison. Si votre tondeuse est située très loin, évidemment, vous ne pourrez pas la contrôler de cette manière-là. Dans ce cas-là, vous préférerez le Bluetooth. Première étape, vous allez créer une nouvelle cartographie. Pour ça, c'est super simple. On va piloter la tondeuse un petit peu comme une voiture télécommandée. Le but du jeu est de longer au maximum les bordures de votre terrain sans faire entrer la tondeuse en collision avec des obstacles qui pourraient l'abîmer, comme par exemple des petits murets en béton, comme je peux en avoir ici. Et évidemment d'éviter les plantes, notamment les plantes basses, qui pourraient être abîmées par le passage des roues, ou pire, par le passage des lames. Là, j'ai fini la création de la cartographie, je lui ai demandé de retourner automatiquement à sa base de chargement. On va voir comment elle se débrouille. Ouais, visiblement, c'est les doigts dans le nez. Et voilà la cartographie qui a été réalisée. Alors, elle est somme toute assez sommaire, évidemment. Son objectif, c'est pas d'être particulièrement détaillé. C'est sur cette base-là que le robot va utiliser le repérage qu'il a effectué pour se déplacer sur mon terrain sans ne jamais franchir les différentes bordures qui sont ici. Alors, je peux lui envoyer, lui dire de tondre comme ça de manière automatisée. Je peux évidemment programmer la tonte, le déplacer de manière manuelle. Ici, vous avez la fameuse planification. Donc, je peux lui dire d'aller tondre le lundi, mercredi, vendredi, de telle heure à telle heure, avec tel ou tel paramètre, sur telle ou telle zone. Les paramétrages sont quand même assez étoffés. Regardez, bon, ça tonte, c'est normal. L'intervalle de vidage, de ramassage de l'herbe, ça c'est si vous utilisez le collecteur. La vitesse de tonte, elle est paramétrable aussi. Le type de tonte, il est possible de faire des dessins, on reviendra sur ce sujet après, mais vous pouvez faire un quadrillage directement sur votre app si vous le souhaitez. Vous allez pouvoir privilégier certains modes de contact, de détection d'obstacles. Alors toucher direct, toucher lent, moins de contact, pas de contact, pour éviter par exemple le contact éventuel avec des arbres ou des poteaux qui pourraient, alors je vais pas dire endommager la tondeuse, mais éventuellement lui créer des rayures. À vous de voir ce que vous voulez faire. Et vous avez plein d'autres paramètres sur lesquels on reviendra à l'intérieur de cette vidéo. C'est de loin l'application de robot la plus complète que j'ai pu avoir jusqu'ici. Je parle pour les tondeuses, évidemment. Là, je vous montre, les autres menus. Et avant d'effectuer la première tonte ensemble, évidemment, on va effectuer la mise à jour du firmware. Ça, c'est la base. Voici le terrain sur lequel le robot va évoluer. Il n'y a pas de difficulté majeure. On n'a pas de dénivellation particulière, pas trop de nid de poule, il y en a quelques-uns. J'ai surtout bien dégagé les cailloux éventuels qui pourraient se trouver sur l'herbe. J'ai nivelé l'herbe de telle sorte qu'elle se trouve à cet instant précis à environ 7-8 cm de haut, même si on va pouvoir avoir quelques branches, quelques brindilles qui dépassent, qui pourraient éventuellement tromper les capteurs, mais c'est pas l'objectif. L'objectif pour une première tonte, je vous conseille de niveler le terrain comme ça à 5-6 cm de haut pour faciliter le repérage et les premiers essais de la tondeuse. Et puis ça permettra aussi d'éviter le déclenchement des détecteurs d'obstacles de manière non voulue. Si vous avez laissé des touffes d'herbe de 15 cm de haut, la tondeuse peut les considérer comme étant des obstacles et donc les éviter. C'est pas l'objectif quand il s'agit d'herbe. Et pour cette première tonte, je pense qu'on va essayer de se faire une tonte vraiment rapide. Donc là, je vais lui mettre le chemin, alors d'une certaine manière le plus simple, on va faire le périmètre
et des va-et-vient en long en large. Pour la vitesse de la tâche, je vais mettre la tondeuse à fond à 0,6 mètres par seconde. Et vous pouvez voir qu'on est passé d'une tonte de 22 minutes à une tonte de 11 minutes avec ce seul paramètre-là. Pour l'espacement, je vais mettre l'espacement maximum, c'est l'espacement entre les différents va-et-vient qu'il va réaliser, encore une fois, pour aller le plus vite possible. J'ai réglé la tondeuse sur 6 cm de haut, vous l'aurez compris. L'objectif ici n'est pas un test d'efficacité, mais un test de repérage, de déplacement dans l'espace. Et effectivement, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle se déplace vite. Par contre, en matière de détection d'obstacles, j'ai déjà vu mieux. Elle s'est pris le poteau, et là, elle vient de se prendre mon arbre. Alors là, visiblement, elle s'attaque immédiatement à la partie centrale du terrain. Elle a commencé d'ores et déjà à effectuer des va-et-vient. Mais elle le fait visiblement avec une segmentation qui lui est propre. De temps en temps, elle se concentre sur une zone, alors qu'elle pourrait, à mon sens, effectuer des va-et-vient en long, en large de mon terrain. Vous aurez peut-être remarqué qu'elle est parfaitement perpendiculaire par rapport à mon terrain, mais ça aussi c'est amendable dans l'application. Il est possible de lui dire de tondre en diagonale et de choisir vous-même l'angle d'inclinaison. Elle est rapide, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce que vous voyez à cet instant précis, c'est sa vitesse max de déplacement. Et à cette vitesse-là, on peut sentir déjà qu'elle a effectué un bon travail. Elle n'a pas fait un perfect à 100%. Vous pouvez difficilement le voir. Mais à titre perso, j'ai une bonne vue là, rase du terrain sur lequel elle est passée. Elle a quasiment tout enlevé. Il ne reste qu'une petite fleur à cet instant précis, à cet endroit précis ici, hop, qui est parvenue à s'en sortir. La raison pour laquelle j'ai effectué une coupe à 6 cm à cet instant précis, c'est tout simplement pour me laisser une chance de pouvoir faire une coupe plus courte après. Allez, là, ça va commencer à devenir intéressant. Elle va rentrer dans des zones beaucoup plus exiguës qui nécessitent une maîtrise de son empattement pour pouvoir effectuer, alors pas forcément une tonte efficace, même si ça fait partie du sujet, mais surtout pour pouvoir se repérer dans l'espace, passer un petit peu partout sans venir abîmer sa carrosserie. Tant qu'à faire, j'aimerais qu'elle reste jolie. Et ce qu'on remarque à cet instant précis, c'est qu'elle est en train de passer dans les endroits sur lesquels elle n'est pas passée tout à l'heure. Et notamment les bordures. Alors les bordures, si vous les avez bien délimitées à l'aide de l'application, normalement, la tondeuse ne devrait pas entrer en contact avec le mur. Moi, elle est entrée en contact parce que j'ai essayé de passer un petit peu trop près. Quand elle entre en contact avec un obstacle, elle s'arrête, elle coupe ses lames, elle se recadre légèrement et puis elle redémarre, tout simplement. Procédure qui prend relativement peu de temps. Et puis vous pourrez bien sûr amender votre terrain. Une fois que vous l'avez cartographié, vous pouvez tout à fait refaire la cartographie, la modifier pour déjà ajouter de nouvelles zones, mais aussi pour faire de la place nette à un éventuel parterre ou à une éventuelle modification du terrain. Vous n'êtes pas obligé de rester avec la même cartographie systématiquement. Vous pouvez d'ores et déjà voir à la caméra, grâce aux lignes verticales, que la partie centrale a été bien tondue. Là, c'est typiquement un endroit sur lequel il vaut mieux ne pas trop s'être trompé. En matière de cartographie, il faudrait que les roues elles passent quand même relativement proches des différentes fleurs que j'ai plantées, mais pas trop. Je veux surtout pas que cette zone-là soit abîmée, ça m'embêterait véritablement. Et apparemment, je m'en suis très bien sorti. Regardez comment elle longe la bordure. C'est vraiment nickel. Regardez, elle est rentrée en contact avec l'arbre. Du coup, elle s'éteint, elle se repositionne et c'est parti. Là-bas, j'ai une zone un peu exiguë. Tout à l'heure, je l'avais fait rentrer par inadvertance dans mon panneau solaire. Donc à tous les coups, elle va rentrer dans mon panneau solaire situé sur la gauche de l'image. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'elle est en mesure de le détecter? Ça m'arrangerait de ne pas le toucher. Ah, elle l'esquive, c'est bien. Donc là, j'ai une plante, ça se voit pas beaucoup. J'aimerais bien qu'elle l'esquive. C'est pour ça que je lui ai demandé de ne pas passer trop près de cette zone-là, de ne pas passer en tout cas en plein milieu. Ok, ici j'ai un plot en métal, donc je lui ai demandé de ne pas y passer. Et elle est en train de me dire qu'elle a fini son travail. Donc du coup, elle va retourner à sa base de chargement. On va regarder ça ensemble. Nickel. L'application conserve un historique des différents éléments entendus, des différentes tâches qu'elle a réalisées. Vous avez la date, la zone sur laquelle elle a travaillé, les différents paramétrages. Par contre, manque de bol, elle n'a pas enregistré de cartographie du parcours. En tout cas, j'y ai pas accès. Je l'avais il y a un instant et je l'ai enlevé malheureusement. On pouvait voir le dessin des zones sur lesquelles elle est passée. C'est pas grave, je vous montrerai après. Tenez, regardez, avant de poursuivre les tests, je voulais vous montrer un petit truc cool. Il est possible d'utiliser la tondeuse en mode FPV. First Person View, si jamais je ne me trompe pas, un petit peu comme s'il s'agissait d'un drone volant à ras du sol. La tondeuse filme en live le parcours qu'elle est en train d'effectuer. C'est pas fondamental, ça peut servir de vidéosurveillance éventuellement, mais c'est plutôt cool. Et puis bien sûr, vous avez le mode qui vous permet de voir le tracé qu'elle effectue sur la carte, le tracé de nettoyage qu'elle effectue sur la carte. Et hop, vous pouvez voir qu'elle va passer sur ces zones-là, mais qu'elle a une légère tendance à esquiver cette zone-là. Alors pour être précis, elle y est plus ou moins bien passée. Il n'y a que cette zone-là sur laquelle elle n'est pas passée. En début de tonte, elle a longé cette zone-là.
Il va rester quand même quelques légères touffes en bordure. On verra quand je rentrerai dans un mode moins rapide. Allez, c'est parti pour la tonte complète. Et cette fois-ci, je vais lui mettre des paramètres orienté qualité maximale ou approchant. L'idée générale va être de tirer le meilleur parti des qualités de la tondeuse, donc je vais le mettre à une vitesse raisonnable, modérée, de 0,3 mètres par seconde. On va faire un joli quadrillage. Pour ce qui concerne alors les angles de croisement, 90 degrés, ça fera très bien l'affaire. L'espacement, lui, je vais le réduire. On va se mettre, allez, sur un 20 cm. En détection d'obstacles, je vais lui demander juste de ralentir. Je vais lui demander de faire 3 tours de mon terrain pour bien nettoyer le périmètre. Et concernant son angle de trajectoire, personnellement, j'aime bien le côté perpendiculaire. Allez, c'est parti. Et on peut voir qu'elle est précautionneuse dans sa manière d'aborder ce coin-là, qu'elle n'aborde pas habituellement. D'habitude, elle passe sur la gauche de l'arbre, en tout cas pour cette première partie. Là, vous avez vu, elle est partie au contact de mon petit arbuste. Et va changer de trajectoire. C'est toujours intéressant de voir comment elle se comporte dans des endroits exigus comme celui-là. Il faut quand même 1 mètre de largeur pour qu'elle puisse passer, se faufiler entre différents obstacles. Une différence avec hier, cette fois-ci, je l'ai mis à 3 cm de tonte. Et à mon avis, ça va se voir. En tout cas, entre mon herbe actuellement à 6 cm et la version à 3 cm, moi j'arrive d'ores et déjà à voir la trace d'herbe coupée qu'il y a derrière elle. Ah oui, vous pouvez clairement voir la trace là, un petit peu en zigzag à l'intérieur de mon jardin. J'ai hâte de pouvoir tester le collecteur, alors d'herbe externe, collecteur de feuilles aussi, même si personnellement, je suis plutôt un adepte de la pratique du mulching qui consiste tout simplement à laisser l'herbe directement sur le sol. Vous pouvez la voir jaillir comme ça sur la partie arrière. Ça va nourrir la terre, surtout si la tonte est effectuée fréquemment. L'herbe va donc être coupée en tout petits morceaux qui pourra être réintégré rapidement à la terre. Là où si jamais vous effectuez des tontes avec des passages, on va dire trop espacés, votre herbe sera longue et risque tout simplement de griller, de jaunir sur la partie supérieure avec un effet pas terrible à la clé. À noter, si là j'ai choisi 3 cm de haut, c'est véritablement pour la démo, pour effectuer un avant-après qui soit notable face à la caméra, mais à titre personnel, je vais plutôt les laisser à 5 cm de haut de manière générale, surtout à l'approche de l'été. Regardez, on visualise bien les passages resserrés. Il y a une ligne, une démarcation en milieu de la tondeuse entre la partie gauche qui a été tondue et la partie droite qui ne l'a pas été. Et ça, c'est lié aux paramètres d'espacement que j'ai réglé sur l'application. Si j'avais choisi un espacement plus grand, elle aurait été à cet instant précis un petit peu plus à gauche. J'aurais pu encore réduire l'espacement. Mais personnellement, je trouve que c'est pas utile. J'ai pas une herbe extrêmement dense non plus. Elle est relativement facile à tondre. Regardez, une marque évidente de son efficacité, ce sont les petits tas d'herbes que vous avez ici qui se sont formés sur le passage de la tondeuse. Tas d'herbes qui sont présents parce que je viens de couper 3 cm. C'est pour ça qu'ils se forment. Ce que j'espère, c'est qu'au deuxième passage de la tondeuse, dans le sens, on va dire à 90 degrés du sens actuel, cet tas d'herbe soit amoindri, en gros que le passage de la tondeuse vienne littéralement broyer l'herbe en petits copeaux. Néanmoins, si l'herbe chez vous a tendance à repousser rapidement ou si vous souhaitez espacer les tontes, j'avoue qu'avoir le collecteur d'herbe à l'arrière est un véritable avantage. D'autant plus qu'elle ira vider elle-même le collecteur quand elle estimera qu'il est plein à un endroit que vous aurez défini. Ce que j'apprécie aussi fortement, c'est qu'il est possible de modifier les paramètres de la tondeuse à la volée. Là, vous la voyez évoluer sur mon terrain. Les zones, les traits, c'est les zones sur lesquelles elle va passer, sur lesquelles elle n'est pas encore passée. Et si, à un moment donné, je veux modifier les paramètres, je peux le faire comme ça et ça se répercutera en live directement sur la tonte. Je peux m'amuser, par exemple, à modifier sa vitesse. C'est aussi sympa d'avoir une estimation du temps de tonte restante, ainsi que de la surface, en tout cas du pourcentage de surface tondue. Super, et là, elle est en train d'entamer ses va-et-vient en perpendiculaire par rapport à mon terrain. Ah, si elle ne détecte pas totalement l'arbre, on peut constater qu'elle ralentit, effectivement, d'après le paramètre que j'ai réglé directement sur l'application, elle ralentit à son approche. Tenez, regardez, je vais essayer de vous montrer ça. Bon, elle est déjà à vitesse relativement lente, par rapport à ce que j'ai mis sur l'application, ça y est. Elle a bel et bien ralenti sa vitesse, mais elle va quand même aller au contact. Tenez, regardez, vous pouvez d'ores et déjà apprécier le travail effectué par la tondeuse en 2 passages. C'est impeccable. Il n'y a absolument rien qui ne dépasse. J'ai juste de l'herbe à collecter et j'avoue qu'à cet instant précis, le collecteur à l'arrière de la tondeuse me manque. Il va arriver chez moi dans 1 semaine à peu près. Et voilà, à ce stade, elle a nettoyé l'intégralité du terrain, en tout cas de la partie centrale. Elle va effectuer maintenant les bordures. Comme tout à l'heure, elle se faufile entre les 2 arbres sans souci. Elle passe quand même au plus près des bordures. Alors ce dessin-là, c'est vous qui allez le déterminer. Donc pour le coup, c'est vous qui choisissez
si elle doit passer véritablement à ultra proximité ou pas. Là, j'ai été un petit peu trop près, donc ça explique pourquoi elle vient de s'arrêter. Mais bon, elle va redémarrer, faire un léger écart pour prendre de la distance par rapport au mur et ensuite continuer son tracé. Vous aurez toujours des finitions à effectuer. En bordure de maison, en bordure d'arbre évidemment, vous aurez toujours le rotofil à passer. Regardez, à vue de nez, il y a à peu près 15 cm d'écart par rapport au mur qui ne peuvent pas être tondus. Et la pyramide que vous avez ici, c'est tout ce qu'il a ramassé en partie centrale de mon jardin, seulement 58 mètres carrés sur 3 cm d'herbe. C'est quand même assez énorme. D'où ma recommandation, si vous n'utilisez pas le collecteur d'herbe externe, effectuez des tondes fréquentes, voire très fréquentes. Ne laissez pas l'herbe pousser de plus d'1 centimètre sans la couper. Ça permettra tout simplement qu'elle se dissipe à l'intérieur du terrain naturellement sans avoir besoin de la ramasser. En train d'effectuer son deuxième passage et comme vous pouvez peut-être le remarquer, elle passe légèrement plus loin des bordures de mon terrain qu'avant. Elle effectue des sortes de cercles concentriques d'une certaine manière, qui va lui permettre de passer sur toutes les zones qui n'ont pas été nettoyées jusqu'ici. Allez, je vous laisse observer le résultat final pendant qu'elle retourne se charger. Là, elle est en train de finaliser son dernier passage. Je vais me mettre à ras de l'herbe pour que vous puissiez voir. Il n'y a absolument rien qui dépasse. La tonte est absolument parfaite. Et en même temps, j'en attendais pas moins de la part de cette tondeuse. Comme je vous le disais précédemment, les seules zones auxquelles elle n'a pas accès, ce sont les extrêmes bordures, que ce soit de murs, d'arbres ou de poteaux, qu'il faudra faire au rotofil. Quant à moi, ce que je vais devoir faire ce soir, avec seulement 3 cm de hauteur, c'est bien l'hydrater, parce qu'aujourd'hui il fait 30 degrés avec un soleil de plomb, ça risque de la griller. Allez, poursuivons, cette fois-ci non pas avec un test à proprement parler, mais avec une fonctionnalité. Le zoning, il est possible de créer entre 10 et 20 zones avec cette tondeuse, en fonction du modèle que vous allez choisir. Pour ce faire, vous allez aller sur la cartographie existante, dans Créer, Zone. Il faut ensuite positionner le robot sur la nouvelle zone. Et ensuite, on va réaliser le même processus que la première fois, c'est-à-dire dessiner les contours de la nouvelle zone à l'aide de l'application. Donc là, c'est une zone plus difficile, puisqu'il y a moins d'accès au ciel, notamment du fait des arbres et de la palissade que vous avez à ma gauche. Et puis, c'est aussi une zone sur laquelle j'ai des fleurs qui me sont très précieuses. Et pour le coup, j'aimerais ne pas les abîmer. Ensuite, ce que je vais faire, c'est créer un corridor, c'est-à-dire une passerelle entre les deux zones. Et voilà ce que ça donne, ma zone principale, ma zone secondaire, avec le petit corridor qui passe entre les deux. Sur ce corridor, la tondeuse ne va pas tondre, ce qui signifie, dans l'absolu, que les lames ne vont pas tourner. Vous pouvez donc la faire passer sur plusieurs types de zones. Par exemple, des graviers, des copeaux de bois, éventuellement du béton, des dalles, etc., avec parcimonie. Faut pas oublier que le béton reste quand même abrasif et que les roues sont dans un caoutchouc qui est certes dur, mais avec quand même un minimum de souplesse. Si vous le faites passer sur des dizaines de mètres sur du béton, comme ça peut être mon cas entre la partie arrière de mon terrain et la partie avant, vous risquez d'endommager la tondeuse. À partir de là, je peux lui demander d'aller tondre exclusivement la zone 2 si j'en ai envie. Et regardez, point le plus important pour moi, elle ne devrait pas toucher les fleurs qui se trouvent à droite de l'écran lorsqu'elle effectue le nettoyage périmétrique. Allez, on va la mettre un petit peu en difficulté et tester sa capacité à détecter les obstacles. Et pour ça, dans les paramétrages, je vais la mettre en mode pas de contact. Et voilà le terrain de jeu, je lui ai mis quelques obstacles qu'on peut croiser éventuellement sur une pelouse. Voilà, un pot de fleurs, des jouets pour illustrer ce qui traîne en règle générale chez moi. J'ai mis une coupelle retournée, vous avez un ballon de foot, une branche d'arbre assez épaisse, une branche d'arbre beaucoup plus fine. Ah, déjà, elle m'a fait une bonne surprise. Elle a repéré le poteau, cette fois-ci en mode pas de contact. Elle n'est pas allée à son contact. Et j'espère que pour le ballon, ce sera la même chose. Ouais, elle est en train de le contourner, elle est en train de l'esquiver. Nickel. Allez, le pot de fleurs, ça va être intéressant aussi. Un diamètre plus fin, visiblement, elle l'a vu puisqu'elle a ralenti. Et encore une fois, elle est en train de le contourner. Impeccable. Je dis ça, elle est quand même allée légèrement à son contact. Elle l'a fait tomber, mais sans passer par-dessus. Là, ça va devenir chaud. La coupelle, c'est un obstacle très fin. Mince, il n'est pas véritablement sur sa trajectoire. Et oui, j'ai oublié que j'ai réglé un angle sur l'application. Cette fois-ci, elle ne tombe plus en perpendiculaire par rapport à mon terrain. Elle a un léger angle. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai retondu hier soir à une tonte la plus courte possible. Je vous en reparlerai dans un instant. La coupelle, c'est pas possible. Ah, elle n'est pas passée par-dessus. Elle est en train... Elle va changer de trajectoire, ça c'est cool. Par contre, elle ne l'a pas détecté. Les caméras, elles, n'ont pas été en mesure de la voir. Ah, bonne nouvelle par contre, elle a été en mesure de détecter le pistolet. On refera un test dans un instant. C'est peut-être lié au contraste du pistolet sur le sol.
En tout cas, elle l'avait vu tout à l'heure. J'espère qu'elle va le revoir. Ouais, belle esquive. On va aller jusqu'au bout cette fois-ci. Je vais filmer jusqu'au bout, histoire de voir comment elle s'en sort. Là, sur le côté, j'ai une branche d'arbre. Et visiblement, elle l'esquive. La petite branche, elle, n'a pas été esquivée. Elle est en dessous de la tondeuse à cet instant précis. Et bien écoutez, je trouve qu'elle s'en sort mieux que la Luba 2, en tout cas sur les objets fortement contrastés, ce qui ne signifie pas qu'elle sera en mesure d'esquiver les déjections canines malheureusement, ni les branchages qui pourraient venir altérer un peu le mécanisme de rotation. Il est quand même préférable d'avoir un terrain nickel avant de la lancer. Regardez le test que j'ai effectué hier soir hors caméra. J'ai mis la tondeuse sur 2 cm de haut. C'est assez rare que je fasse ce test alors qu'il est très intéressant. Beaucoup de tondeuses affichent dans leurs spécifications techniques leur capacité à tondre à 2 cm de haut, mais lorsqu'on les met en situation, le moteur n'est pas assez puissant et bien souvent les rotatives se bloquent parce qu'à 2 cm de haut, on rencontre des obstacles plus difficiles. Vous rencontrez certaines herbes de haute densité, éventuellement des mauvaises herbes, vous rencontrez aussi éventuellement des cailloux, des bosses. Elle a été en mesure de fonctionner et de me tondre l'herbe à la perfection à 2 cm. Jusqu'ici, je ne vous ai pas fait écouter le bruit émis par la tondeuse. Vous allez voir, c'est extrêmement léger. Ça dérangera pas vos voisins. Ça y est, j'ai reçu mon kit de ramassage de feuilles et autant la tondeuse était quasiment intégralement montée lorsque je l'ai reçue, autant là il s'agit d'un véritable kit. Je vais vous montrer 2-3 trucs. Il y a une batterie supplémentaire à intégrer à l'intérieur de la tondeuse, à peu près comme ceci. Bon, je vais pas dire que le montage m'a amusé, il a pris un gros quart d'heure, mais ça y est, la tondeuse est fin prête. À vous de choisir la zone de vidange sur votre terrain. Moi, je vais la mettre en bordure ici, ça me paraît pas mal. Et voilà de quelle manière ça se matérialise sur la cartographie. Le dumping spot, dit en anglais, la zone de décharge, je l'ai mise à cet endroit précis. Bon, j'aurais pu la mettre sur l'autre terrain si j'avais voulu. Là, c'est vraiment pour la démo. Ça, c'est une zone d'exclusion. C'est la zone où j'ai mis mes panneaux solaires. Comme vous pouvez voir, ça prend pas mal de place. Allez, c'est parti pour cette première. L'herbe a un peu repoussé, pas beaucoup. Je vais peut-être essayer de réduire la taille ici. Je vais la mettre sur du 3 cm. Mais encore, il faut que je fasse attention, j'ai les câblages des panneaux solaires qui passent à cet endroit précis. Ça y est, c'est parti, elle s'est lancée et on sent qu'elle fait un bruit différent. Elle fait un peu plus de bruit que lorsqu'elle était en mode... Attendez, je fais attention parce que là, il y a les câbles. J'ai un peu la trouille quand même. Elle fait un peu plus de bruit que lorsqu'elle était en mode tonte basique. Et c'est normal, il y a maintenant la raclette jaune en dessous de la tondeuse qui vient prendre l'herbe. J'espère que vous la voyez à l'écran. Elle tourne ultra rapidement. Et elle récupère les herbes coupées. Ah ouais, c'est impressionnant, ça a l'air de marcher remarquablement bien. Je ne sais pas si vous le voyez à l'arrière du collecteur. À la caméra, c'est peut-être difficile à vous montrer. Avec une meilleure exposition au soleil, vous allez peut-être le voir. Mais le collecteur est en train de se remplir à vitesse grand V. Ah, c'est vraiment fantastique. Je m'attendais pas du tout à ça, même si j'avais espéré effectivement que le collecteur se remplisse bien et vite. Là, je suis d'ores et déjà bluffé. Alors par contre, son empattement a changé. Et encore faut-il qu'elle soit en mesure de bien le gérer. Regardez par rapport au poteau, elle est partie se cogner et elle a légèrement décalé son collecteur qu'il va falloir que je remette. Autrement dit, à mon avis, lorsque vous installez le collecteur externe, il est plutôt de bon ton, je pense, de déclarer les obstacles, comme par exemple les poteaux ou les arbres. Là, elle est en train d'effectuer sa vidange. Bon, j'ai raté la séquence, mais elle fait une vidange tous les 5 mètres carrés. Alors, vous allez pouvoir programmer la fréquence de vidange. Vous avez là le produit d'herbe qu'elle a ramassé sur 5 mètres carrés. Et ce tas, à mon avis, va très vite grandir. J'ai mis une petite branche d'arbre sur mon terrain. On va voir de quelle manière elle interagit avec elle. Est-ce qu'elle est en mesure de la ramasser ou pas? Je suis assez curieux de voir ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si là, elle est programmée pour passer dessus immédiatement. Non, pour l'instant, elle l'a contourné. Ah, c'est fantastique. Ce qu'elle est en train de me faire, j'avoue, ce collecteur externe, c'est, alors, sans être une totale découverte, puisque ça existe déjà sur certains modèles de tondeuses robots, ça reste encore rare à l'heure actuelle, mais surtout, c'est génial. J'ai hâte de voir le résultat final, en fait. Ah, regardez, on va se faire la séquence de vidange ensemble. Elle va sur son spot là-bas, où il y a déjà un tas d'herbes. Elle a arrêté les lames de tonte. Elle est passée sur le spot, donc elle a légèrement écrasé l'herbe qui était déjà en place, mais enfin ça c'est pas bien grave. Et regardez, ah c'est super. Et là elle est en train de se secouer le bas des reins légèrement pour pouvoir faire tomber les résidus qui pourraient s'être accrochés à l'intérieur du panier. Bon, cette vibration est un peu timide, mais par contre, elle a vraiment super bien fait son job. Il n'y a plus rien à l'intérieur du collecteur. Et voilà mon petit tas d'herbe qui est en train de grandir paisiblement. Et voilà, elle rabaisse son collecteur à herbe lorsqu'elle a terminé. Et c'est reparti. Ah, par contre, là, elle m'a fait une petite erreur. Elle est repassée sur le tas d'herbe. Alors, il faut dire, la zone est relativement étroite, mais elle est repassée sur le tas d'herbe, ce qui signifie qu'elle en a avalé une très grosse partie.
ça va se voir en partie arrière. Regardez, je pense qu'il est nécessaire de légèrement revoir le tracé de mon terrain pour l'adapter à la présence du collecteur. Tout simplement parce que son empattement est géré différemment et le tracé, je l'aurais effectué différemment si j'avais eu ce collecteur à l'arrière. Tenez, pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est ce que j'avais ramassé à la main lorsqu'elle avait effectué sa dernière tonte. C'est un tas qui fait à peu près 60 cm de haut, sachant que c'était sur un terrain de seulement 40 mètres carrés. Là, elle est en train de se faufiler entre les panneaux solaires pour arriver sur l'autre zone de mon terrain. Ah, ça a un effet magique. Alors 5 mètres carrés, je vous le disais, c'est trop. J'aurais pu m'amuser à faire une vidange plutôt tous les 10-15 mètres carrés. Ça va dépendre de la hauteur de la pelouse. Vous n'êtes même pas forcément obligé de l'utiliser. Si vous faites une tonte tous les jours ou tous les 2 jours, l'herbe est tellement fine qu'il n'y a pas forcément besoin d'utiliser le collecteur externe, mais dès lors que vous avez de l'herbe assez costaud, ça devient pour le moins utile, si ce n'est même indispensable. Tenez, regardez, ça c'est un plan qui va être intéressant. Regardez le fonctionnement de la brosse à l'arrière lorsque le collecteur est enlevé. Donc c'est pas à recommander, hein, évidemment, c'est juste pour vous montrer ce que ça donne. La brosse en question est surpuissante et il n'est pas étonnant que la tondeuse ait besoin d'une seconde batterie pour la faire fonctionner. Quand elle passe sur de l'herbe, ce que ça débite, c'est vraiment impressionnant. Ah, je vais essayer de vous le montrer en pleine lumière. Et encore, là, l'herbe chez moi est assez basse. Et regardez, là, ça va envoyer du lourd. Elle est passée sur le tas d'herbe, mais cette fois-ci sans le collecteur à l'arrière. C'est assez impressionnant. Par contre, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de détecteur de présence du collecteur sur la partie arrière, ce qui signifie que la tondeuse ne sait pas si le collecteur est présent ou non. Quoi qu'il arrive, la rotative en jaune fonctionnera. Bon, maintenant, il n'y a pas de raison majeure de laisser la rotative à l'arrière sans le collecteur, mais il peut arriver que le collecteur s'enlève si vous n'avez pas pris le temps de refaire votre terrain, de refaire une cartographie de vos terrains en incluant le nouvel empattement de la tondeuse. Regardez, là, je vais vous montrer le panier. Je l'ai réglé sur 40 mètres carrés avant vidange. Là, ce que vous voyez, c'est la tonte d'une vingtaine de mètres carrés. On voit que le bac est quand même pas mal rempli, sachant que j'avais tondu il y a environ une semaine, c'est de l'herbe de 5 cm de haut. On remarque aussi sur la partie basse que cette zone est légèrement relevée pour éviter que l'herbe ne puisse retomber sur le sol lorsqu'elle est dans le collecteur. Allez, voyons voir ensemble ce que donne la vidange des fameux 40 mètres carrés. Ça va être assez intéressant. J'espère un peu impressionnant. Encore une fois, c'est une tonte d'une seule semaine et sur seulement 40 mètres carrés. Ouais, ça me fait quand même un beau petit tas d'herbe à la clé, alors qu'il n'a rien à voir avec celui de la première tonte que vous avez vu précédemment dans la vidéo, évidemment. Mais là, par contre, l'herbe était quand même beaucoup plus haute à l'époque. Toujours est-il qu'à cet instant précis, mon terrain est nickel et surtout, il n'y aura pas d'herbe jaunissante, vieillissante qui va venir ternir la couleur verte. Eh bien écoutez, je ne m'attendais pas forcément à vous dire ça, mais j'ai une petite préférence pour cette Yuka par rapport à la Luba 2, qui est pourtant le haut de gamme de la marque, la Yuka étant légèrement meilleure en détection d'obstacles, qui reste encore extrêmement perfectible. On a aujourd'hui en concurrence des tondeuses qui sont capables de voir des obstacles relativement fins sur le sol. Ici, il y a encore des axes d'amélioration, mais on est sur une tondeuse qui fonctionne remarquablement bien, qui est rapide, qui est extrêmement paramétrable, dont l'application, et je vais pas dire sans faille, mais qui est géniale. En fait, c'est l'application la plus complète que j'ai pu avoir jusqu'ici pour avoir des tontes aussi précises que possible, des cartographies aussi précises que possible. Elle est quasiment top de bout en bout, c'est le genre de tondeuse que je vais garder à titre personnel. Le collecteur à l'arrière, idem, c'est le petit plus qui peut faire changer d'avis, qui peut changer la donne, qui marche redoutablement bien, qui est ultra puissant avec sa batterie intégrée, déchargeant les résidus d'herbe à l'endroit où vous le souhaitez, nécessitant quand même de devoir refaire le dessin de votre terrain pour adapter la tondeuse à sa forme globale, à son nouvel empattement. Mais à part ça, c'est du pur bonheur. À noter toutefois, si votre terrain est complexe, ou en tout cas si vous n'êtes pas bien orienté, avec une vue dégagée du ciel, utilisez plutôt une tondeuse. Alors je dirais à fil périmétrique ou une intégralement autonome. La balise RTK ne peut pas faire de miracle. Elle ne peut pas traverser les murs en béton, elle ne peut pas traverser toutes les maisons qui se trouvent autour de vous pour une bonne acquisition satellite et un bon repérage dans l'espace. C'est à prendre en considération avant d'acheter pour ne pas être déçu. En ce qui me concerne, ça va, je suis sur un terrain relativement simple. Elle a la capacité d'ailleurs à se déplacer d'un terrain à un autre. Personnellement, j'ai une dalle de béton là-bas, je vais lui éviter ça tout simplement pour ne pas éclater les roues qui restent même dans un caoutchouc dense, dans une forme de caoutchouc. Traverser 15 mètres sur du béton fréquemment, c'est pas particulièrement une bonne idée. Sur du gravier, du sable, tout ça, ça fonctionnera déjà beaucoup mieux. Voilà ce que je peux vous en dire. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous avez le lien dans la description pour aller voir le tarif de la Mammotion Yuka, pour aller voir aussi le test que j'avais fait de la Luba 2
ainsi que son prix à l'heure actuelle. Je vous mettrai aussi le raccourci pour aller voir le tarif du collecteur externe. Ça, j'avoue, c'est le côté vraiment cool de cette tondeuse. Donc pensez à liker cette vidéo, à vous abonner. Si vous avez des questions la concernant, laissez-moi dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!